Bonjour Philippe Rier. Bonjour Lionel. Philippe Rier, merci d'avoir accepté ce nouveau rendez-vous du Club Lamartine. Ce rendez-vous, ce rendez-vous du Club Lamartine est diffusé sur YouTube et sur Facebook et en podcast sur iTunes, Spotify et Deezer. Philippe Rier, tu es journaliste politique, tu as la gentillesse de nous donner ton analyse sur la vie politique très régulièrement. On doit Ouais, être au quatrième ou cinquième ouais, rendez-vous. ouais, je pense 4 ou 5e fois, ouais. Et en tout cas, tu as été le premier à avoir accepté et je tiens encore Oui, à te remercier. ouais. Aujourd'hui, nous allons échanger sur le reconfinement. C'est un échange que nous avons régulièrement. C'est un peu notre fil rouge, on pourrait l'appeler comme ça. En tout cas, c'est notre fil rouge depuis un an à nous tous Hum, Français. hum. La nouvelle déclaration des Verts qui fait polémique. Chaque semaine, on a le droit à une petite pastille. Et nous allons commencer par le retour d'Édouard Philippe. Après des mois de silence, Édouard Philippe a donné deux, trois interviews. Il enchaîne en ce moment Mhm. sur France 2, qui n'était Il y en pas, a d'autres à venir, oui. qui était pas terrible, France Inter, Quotidien hier. Quotidien Euh, hier soir, tout à fait. Qu'en penses-tu Il- de ce retour? Bah, écoute, c'est amusant d'abord qu'un ancien Premier ministre, bon, intervienne. Bon, d'abord, il a un livre à vendre, hein. Donc c'est quand même le plus important. C'est, par les temps qui courent, le contact avec les électeurs ou avec les Français, ça se fait beaucoup par, bon, par des vidéos, sur des plateformes, etc., mais par un livre. Et les gens aiment lire en ce moment, ils sont un petit peu perdus. Alors je trouve que c'est une bonne idée de sortir un bouquin. Bon, un bouquin qui a un titre un petit peu impressionniste, un peu bizarre, ligne claire, impression. Bon, enfin, plein de paradoxes, un peu long, pas forcément très clair, mais un peu impressionniste, par petites touches, pointilliste, comme il aime être. Puis il le fait à deux avec son collaborateur de toujours et son ami de toujours. Donc ça, c'est la forme est originale. La séquence médiatique est assez dense, hein, avec la une du Point, avec des interviews dans des grandes émissions. De la Housse, hier soir chez Yann Barthès, d'autres sont à venir, donc ça c'est intéressant. Euh, il y a un aspect pas forcément très, très politique, il y a un retour sur l'expérience, je pense, qui raconte, hein, et qui peut être intéressant pour la période actuelle. Il n'y a pas des messages très clairs sur ses intentions. Et il y a beaucoup d'aspects, surtout dans les émissions de télé, concernant ses goûts, musicaux, ce qu'il aime faire, ses hobbies, ses loisirs. Donc il semble un peu sculpter son image et vouloir, la compléter. Il avait une image un peu de super techno, très élégant, très peut-être bien faite, mais il semble vouloir la compléter par des éléments de vie courante, de proximité, comme jadis l'ont fait de grands aînés comme Valéry Giscard d'Estaing, Laurent Fabius, et cetera. Vous voyez? Tu Mm. vois? Pardon. Donc ça, c'est intéressant. Alors, au niveau des intentions, il le fait alors qu'il a été remplacé. La rumeur dit qu'il aurait voulu prolonger son bail de Oui, c'est ce PM. qu'il déclare. Il a été remplacé. Et que donc, il y a peut-être eu un différend à un moment donné. La presse, les médias, les observateurs ont beaucoup glosé sur le fait que peut-être qu'ils s'entendaient assez sur le fond des intentions, le président et Édouard Philippe, peut-être pas sur tous les sujets, notamment sur l'ENA, où je crois qu'il a freiné. Il n'a pas voulu la suppression de l'ENA et qui revient quelques mois plus tard. Aujourd'hui, c'est la décision aujourd'hui de supprimer l'ENA, d'engager le processus de suppression de l'ENA. Mais ils convergeaient au niveau des idées. Par contre, semble-t-il, l'Élysée reprochait à Édouard Philippe d'être entouré d'une caste de hauts fonctionnaires, de technos, d'être à la tête d'une machine gouvernementale et administrative qui freinait, qui bloquait les réformes, qui allait contre les intentions disruptives du président de la République, du chef de l'État. Et je crois que la séparation d'avec Édouard Philippe s'est faite sur ce plan-là, sur ce point-là, et l'autre raison étant le fait que dans les sondages, Édouard Philippe était plus populaire que Emmanuel Macron. Donc ça, c'est intéressant. Il intervient maintenant. Alors évidemment, les observateurs se demandent est-ce que c'est pour continuer à exister. Il est dur d'exister quand on n'appartient plus à une famille politique, à un parti politique. Il ne faut pas oublier qu'il n'est plus LR, hein, Édouard Philippe. Il Mm. est en dehors, il n'avait pas rejoint la REM, hein, comme un peu Manuel Valls. Hein. Il n'est plus PS, il est ailleurs. Il est difficile pour un homme politique, même qui a occupé de très hautes fonctions, d'être crédible, entre guillemets, s'il n'est pas tout de suite dans un projet politique ou s'il n'a pas rejoint un parti. Parce que très vite, il est marginalisé. D'où son offensive médiatique.
Donc là, évidemment, on peut se avoir une opinion et j'ai peut-être la mienne, mais on y reviendra sur, est-ce que c'est fait pour simplement sculpter son image, envoyer des cartes postales? 2, se positionner comme un recours, si Emmanuel Macron n'y allait pas, mais ça, on ne le verra pas de suite, c'est plutôt en fin d'année ou en début de l'année prochaine. Et 3, simplement sculpter son image pour d'autres échéances, qui pourraient être l'échéance suivante, dans 5 ans pour la présidentielle. Voilà, différentes cas de figure. Oui, est-ce que et on sent au fur et à mesure des interviews qui se précisent quand même. J'ai plutôt l'impression que c'est un peu une carte postale, un positionnement. Coucou, j'existe je sonde un peu si le rapport de force existe ou pas. Parce qu'il y a quand même une donnée que tu as donnée lors de notre dernier entretien, échange. Tu précisais déjà que les premiers sondages donnaient Marine Le Pen gagnante. On a vu la déclaration d'Arnaud Montebourg cette semaine où il disait que Marine Le Pen allait gagner. Si les sondages se multiplient sur une défaite d'Emmanuel Macron au deuxième tour, tu ne crois pas que les forces vont s'éparpiller, en tout cas chercher un nouveau leader face à Marine Le Pen? Je pense qu'on est encore loin. Il y a eu des sondages un petit peu contradictoires sur Marine Le Pen. Il y en a qui l'ont donné à 47-48, mais d'autres qui l'ont donné à 43-44, hein. Donc je pense qu'il y a encore un gap et qu'il y aura encore quelques mois qui vont se passer ou d'événements. Il en faudrait beaucoup pour que tout d'un coup, les sondages s'inversent. Il faudrait une faute majeure. La faute majeure, ça serait l'échec de la stratégie de confinement, l'échec de la stratégie de vaccination, le fait que vraiment on soit à la remorque de l'Europe, qu'il y ait un camouflet spectaculaire. Ça peut arriver, ou un scandale, ou une boule puante, qu'on, par définition, ne connaît pas, mais qui pourrait surgir. Les J'ai du mal à dîners, penser. excuse-moi de te couper, mais les dîners, ça peut être une catastrophe. Non, les dîners, les dîners, je pense qu'on n'en parlera plus. Enfin bon, il faut voir comment ça évolue. S'il y a un ministre ou s'il n'y a pas un ministre. S'il y a un ministre, ça serait une catastrophe pour le ministre en question. Mais tout dépend du ministre. Si c'est un ministricule, c'est-à-dire un sous-secrétaire d'État, comme on disait sous la quatrième, un ministre délégué ou quelqu'un que les Français ne connaissent pas, ils l'auront très vite oublié. Si c'était Bruno Le Maire, si c'était Un ténor. Roselyne Bachot, ça serait énorme. Voilà. Donc, je pense que s'il y a eu un ministre, c'est plutôt un ministricule. Voilà. Et qu'on aura vite fait de l'oublier. Voilà. Et que dans d'autres équipes gouvernementales, dans d'autres pays européens, il y a eu des gens qui ont été comme ça éliminés, écartés, et qu'au contraire, bah, ça fera un petit peu de nettoyage. Ce ne sera pas forcément à son débit. Ça sera au débit du patron du palais Vivienne et du ministre en question, mais on n'en est pas là. Non, une boule puante, c'est une boule puante qui ont concerné dans le passé Dominique Strauss-Kahn, François Fillon. C'est des choses qui arrivent pendant une campagne ou juste avant une campagne pour faciliter les projets d'un candidat qui voudrait doubler un favori. Hmm. C'est-à-dire une affaire sur Hmm. l'affaire sur les sur les aventures sexuelles de Dominique Strauss-Kahn ou l'affaire sur les comportements un petit peu curieux par rapport à l'argent de François Fillon. Voilà, il faudrait que ce soit quelque chose de spectaculaire et qui touche le chef de l'État. On en est très, très loin. Par ailleurs, je pense que un président, il a des atouts quand même qui restent incomparables, de jeunesse, de mouvement, de fait qu'il sait admirablement faire oublier toutes ses erreurs pour passer à autre chose. Et que Ah, c'est le une, roi du télételling. et une période post-crise, post-confinement, où les choses, l'alignement des planètes serait plus favorable, on peut penser qu'il y aura une espèce de joie de vivre, de projet, d'optimisme, sur lequel il surfera admirablement. Et on aura tendance à oublier, malheureusement, les 100, 110, 120 000 morts, etc., et toute la première période. C'est cruel, mais c'est comme ça. Alors, on peut dire l'inverse. Churchill, après la guerre, hein, Il a il avait perdu. mené le combat, on peut dire l'inverse. Mais les choses étant ce qu'elles sont, il a cette plasticité, quand même, qui est assez incomparable, qui est assez unique. Sa jeunesse, le fait qu'il ringardise beaucoup de ses concurrents, anciens, nouveaux, parce on les a beaucoup vus, ils sont plus raides, etc. Et 3, l'histoire que tu évoquais du fait qu'il pâtit de l'absence d'un parti, ça a quelque part des limites.
Ça, quelque part, enfin, moi, je ferai un petit peu de provoque en disant que c'est peut-être pas si grave. D'abord parce que l'AREM, il voulait la supprimer. Il va et on l'a vu quand même quand François Mitterrand s'est représenté une seconde fois. Son étendard, c'était la France unie. Donc s'il repart en conquête, pour la conquête du pouvoir, ça sera pas à la tête d'un parti, ça sera à travers toute Hmm. une kyrielle, une galaxie de formations et je pense que des formations solides et structurées comme le MODEM, comme une fraction de l'UDI, qui ont quand même des tas de militants, de cadres et cetera, beaucoup plus que l'AREM, feront le taf et d'ailleurs vendront chèrement leur peau pour faire partie de la coalition après l'élection, si tu veux. Tu vois? Hmm. Voilà, il va prendre acte du fait que l'AREM n'a pas imprimé, n'a pas créé de. Il n'y a pas de cadre, il y a peu d'élus, etc. Mais je pense qu'il y aura une galaxie de. Voilà, de partis, de personnalités, voilà, de mouvements. Bon, et il reste aux manettes. Et un président aux manettes, sauf s'il a une grosse crasse, hein, ce que je disais il y Hmm. a 5 minutes, hein, je pense qu'il conserve des atouts et qu'il ne faut pas du tout l'enterrer. Donc, tu ne penses pas que Édouard Philippe est-ce que tu penses que malgré tout, il va tenter de frayer son chemin? Bah, ces propos relancés par Laurent Delahousse sur le fait quel sera son rôle, quelle avait été la matière de leur conversation avec le contenu de sa conversation avec le chef de l'État, il a été assez dilatoire, il n'a pas répondu, etc. Il semble ne pas vouloir avoir une fonction très, très précise dans la future équipe de campagne. Il se murmure quand même qu'il voudrait peut-être, connaissant bien les élus, être une espèce de chasseur de tête pour cette fois-ci avoir de bons candidats pour les législatives qui suivront, pour les entourages, pour les futurs ministres, etc. Donc d'être vraiment quelqu'un qui apporte un petit peu sa connaissance des hommes du terrain, des régions, pour mieux staffer l'équipe de campagne et puis ensuite le gouvernement et surtout pour aller aux législatives avec une meilleure allure que la dernière fois. Là, honnêtement, ces chances, elles peuvent être grandes si elles peuvent exister, mais elles ne seraient pas forcément définitivement favorables pour lui s'il s'abstenait. Si Emmanuel Macron se retirait, se désistait, ne voulait pas se représenter, parce que je pense que même si Édouard Philippe était adoubé par Emmanuel Macron, je pense qu'il y aurait pléthore de candidats de droite qui pourraient descendre dans l'arène. Et là, rien n'est impossible. Voilà, c'est pas forcément Édouard Philippe. Hem, Après si, Emmanuel Macron, continue quinquat son chemin et continue à être candidat, Hmm. je vois pas trop Il n'a pas l'espace, je il n'a vois pas pas du d'espace tout là. pas d'espace. Oui, oui, Et même. son espace politique me paraît aussi un petit peu compliqué et étroit parce que d'abord des philippistes, il y en a pas tant que ça. C'est une partie des jupéistes. Et puis il a laissé quand même des mauvais souvenirs sur un certain nombre de dossiers et beaucoup de gens, dans la majorité, te rappelleront que, pour les gilets jaunes, pour les Ça, paraît, APL, les ça paraît. APL au début de quinquennat, c'était lui, hein, les Oui, 5 € et cetera. oui. Donc il était très, très peu social et très, très dogmatique, un peu à la Juppé, Hmm. souvenir de 95, des mesures Droit dans texto et mes bottes. cetera. Voilà, Mais ça paraît tellement loin oui, par rapport à l'année qu'on vient de vivre. C'est, absolument. J'aurais tendance à dire même que c'est ça l'ancien monde. C'était avant la crise sanitaire. C'est pas l'élection de Macron, mais c'est avant mars 2020, quoi, l'ancien Tout monde, à quoi. tout à fait, Lionel. Bon, on verra, mais je ne te sens pas convaincu par Édouard Philippe, en tout cas. Il y a un Pas pour le autre, moment. pas pour le moment, on verra s'il y a des sondages et comment ça va jouer. Parce que quand même, malgré tout, maintenant, j'ai l'habitude de discuter avec toi et d'échanger avec toi et de dire que les régionales seront une primaire. Mais en même temps, il y a une autre forme de primaire qui est la démocratie des sondages, qui écume aussi les, les, euh, les candidats et les Ouais, mais ambitions. Lionel, ceux qui sont très hauts dans les sondages, ça s'est toujours vérifié sur la Ve République, sont pas forcément ceux qui émergent, qui arrivent et qui sont là au On est rendez-vous. bien d'accord. Mais il y C'est a quand pas même 70% des Français qui ne veulent pas de Macron et de Marine Le Pen. Ouais. Ça peut bouger. Il y en a un autre Premier ministre aussi qui essaye de
telle la jeune pousse du printemps qui essaye de sortir de terre. Euh, et c'est Manuel Valls qui essaye lui aussi d'essayer de se frayer un petit chemin dans tout ça. Alors le scénario n'est pas le même. Déjà, il y en a un qui vient du Havre et l'autre qui vient de Barcelone. C'est un peu plus loin et un peu plus compliqué. Tu crois que, déjà, quel est le candidat de gauche qui va pouvoir sortir de terre au milieu de tout ça? On a du mal à le voir quand même. C'est un peu un marasme. Mais est-ce que tu penses que pas Emmanuel, mais Manuel Valls peut surgir dans Alors, l'arène? Emmanuel, ça, c'est pas très loin, hein. C'est pas très C'est loin. pour ça que ta langue fourche, mais C'est c'est ça. peut-être pas très loin, hein. Bon, Manuel Valls, c'est pas le candidat de la gauche, hein, puisqu'il professe l'idée qu'il y a deux gauches irréconciliables, hein. Il l'a redit en Voilà, plus. donc il n'est pas le candidat de la gauche. Il est le candidat de lui-même. Il n'y a guère que lui qui pense avoir à jouer un rôle. Bon, qui cherche un rôle, je pense que sa raison de vivre, c'est son combat sur la laïcité, une laïcité très intransigeante, en lien avec le printemps républicain, en lien avec certaines personnalités. Il pense qu'il y a un créneau qui est très très fort. Il a une conviction qui est très solide là-dessus, très arrêtée. Mais ça, il peut le faire vivre dans la société, dans la vie politique en France, hein, tout simplement, hein. Mais pas forcément en termes de mandat, hein, pas forcément en termes de politique politicienne. Après, en termes politiques, il est plus proche de la famille macronienne, d'Emmanuel Macron. Hmm. Mais il a eu le tort de s'opposer à lui. Ils ont été des rivaux sous le mandat de François Hollande, puisque Manuel Valls aurait voulu peut-être être candidat et il s'est fait doubler par Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron ne l'aime pas du tout. Et les macronistes ont tendance, dans les conversations privées, à le mépriser avec beaucoup de violence. Donc lui, il n'a aucun espace ni au PS, ni pour moi dans la majorité macroniste. Par contre, il peut avoir une fonction Oui, d'ambassadeur, une mission, enfin une c'est- fonction dans la vie politique. Enfin, je sais pas, il peut rebondir. Enfin, il peut rebondir de manière surprenante, comme il est allé rebondir en Espagne. et effectivement, là, tu soulèves une des hypothèses, c'est qu'il y ait un remaniement. Alors, si les régionales ont lieu en juin, Hmm. un remaniement technique, mais qui pourrait faire entrer Manuel Valls, plutôt Manuel Valls, je vais y arriver, Manuel Valls ou aux affaires étrangères ou de retour à une grande institution, un grand Non, je crois pas ministère. du tout. Non? Je crois pas du tout. Je crois qu'ils vont continuer à s'amuser avec lui sans qu'il ait grand-chose. Il D'accord. agace. Et puis il est très orgueilleux, il est assez prétentieux, orgueilleux. Il est un peu, enfin bon, il est pas considéré comme très sûr. Voilà, enfin je pense pas. Je pense que personne ne souhaite, dans la majorité, le faire entrer dans un gouvernement. Ce qui est quand même incroyable, c'est que on vit une période très compliquée depuis un an, mais globalement, il n'y a personne qui imprime. La gauche n'imprime pas, les Verts n'impriment pas vraiment, la droite est quasiment inexistante. Comment tu l'expliques, toi, ça? Personne qui n'imprime politiquement. Non, oui, effectivement, il y a peu de personnalités nouvelles qui émergent. Bah, je pense quand même que dans une période si compliquée, en il y a une espèce de focalisation sur ceux qui gouvernent et un manque de confiance quand même sur les élus, et cetera, qui disent un peu tout et son contraire au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie. Et on n'est pas comme aux États-Unis dans un moment d'élection, puisque notre élection est dans un an, hein. Dans certains pays, aux Pays-Bas, en Allemagne, même en Espagne, aux États-Unis, ils ont connu en même temps que la crise sanitaire des élections, hein. Donc une campagne électorale. Donc forcément, il y a des gens qui émergent, hein, il y a des solutions alternatives. Et là, il y a un pouvoir en France qui est terriblement centralisé, hein, qui est terriblement jupitérien, hein, qui vient du sommet, qui est très pyramidal, qui est très vertical et qui fait qu'on est un peu assommé par, voilà, il y en a un qui parle, quelques-uns qui exécutent. Il y a un orchestre gouvernemental limité à quelques solistes, hein, comme Bruno Le Maire, et cetera, Gérald Darmanin, le ministre de la santé, mais la vie politique est un petit peu limitée à ça et
les partis politiques, le Parlement sont très cornérisés, Mmh. sont très marginalisés. Voilà, donc peut-être qu'en sourdine, de manière souterraine, il y a des personnalités qui intéressent, mais ça, on verra. Ça se concrétisera ou non à l'automne et pendant la campagne électorale. Alors, Et puis, oui, il y a malgré tout dans ce match, annoncé, de la présidentielle, Marine Le Pen, qui a l'air de monter, où les jeunes a l'air, d'après les derniers sondages, comment dire? Être favorables à un retour de l'extrême droite en France, ce qui m'interpelle fortement à titre personnel. Mais, tu m'as expliqué tout à l'heure que, avant qu'on lance, cet enregistrement, que tu as participé à une conférence de presse hier avec Marine Le Pen, une rencontre en tout cas. oui. Qu'est-ce que Alors, tu en as ouais, qu'est-ce que tu en as vas-y. appris et précise, si c'était pas une Alors, je te conférence de presse? rectifie sur un tir, sur un aspect, sur un point, le fait que les jeunes soient favorables à une solution d'extrême droite, ils n'en ont pas conscience. Ils ne la considèrent pas. Le problème, c'est que nous, certains la considèrent comme quelqu'un d'extrême droite, mais ces jeunes qui sont pour elle ou pour le RN ou qui seraient majoritairement pour elle, hein, ce serait le premier parti de France, considèrent qu'elle est populiste, qu'elle dit la vérité, mais elle est pas étiquetée comme son père d'extrême droite. Alors, à tort ou à raison, hein, mais bon, on n'est plus dans une lecture gauche-droite, extrême droite maintenant. On est quand Mmh. même, tout le monde nous a servi, d'Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon, les mondialistes, les européistes, et puis les nationaux, les nationalistes. On est Oui, mais vraiment dans ça. Et ça tout le monde l'arrange. a, bah oui, mais tout le monde a intégré un petit peu cette sémantique, Ouais, hein. ouais, ça l'arrange. L'extrême droite, c'est aussi vieux que ce que tu me racontais sur Juppé en 95, hein. Ça nous paraît très, très vieux. Bah oui. Mais mes Alors, deuxième c'est d'autres les concepts ont évolué, la réalité est différente et la perception, elle est différente. D'où les problèmes du Front républicain, hein, à opposer mmh, à l'extrême droite, hein. Est-ce que c'est un château de sable ou est-ce que ça existe encore, le Front républicain? Bon, mais ça, je pense que ça existe encore oui. au moment du vote, hein. Mais bon, mais c'est les débats actuels, hein. Mmh. Le débat, la question principale pour Emmanuel Macron et ses chances, pour en revenir à ta question de tout à l'heure, c'est est-ce que face au risque Le Pen, Emmanuel Macron est-il, à même d'opposer, est-il le meilleur candidat pour ressusciter le Front républicain? Voilà, contre elle. Oui, Voilà. je pense que C'est ça ça sera la le question. D'où ton exactement, rappel des sondages. Ça, c'est c'est ça, la question. tu as raison. Voilà. Et le choix du candidat, les électeurs se focaliseront sur un candidat à l'aube de cette question. Voilà, et tu as des électeurs de gauche, enfin j'en vois beaucoup qui sont prêts à voter pour un candidat de droite. Ils pensent que ça jouera entre un candidat d'extrême droite et de droite, donc ils sont prêts à voter. Si c'était Édouard Philippe, si c'est Xavier Bertrand, Xavier Bertrand. Et si tu veux, je pense que les régionales vont déjà nous donner des indices là-dessus, Tu as raison. voir des petits éléments pour voir si ça se confirme. Par exemple, si Xavier Bertrand a une très très belle élection, mais c'est qu'une partie de la gauche n'aura pas voté pour la verte Karima Mmh, Delli. Une partie de la gauche aura voté directement pour mmh. lui donner un petit plus, etc. Déjà, en jouant déjà le préliminaire de la présidentielle. Alors, Bon, voilà, ça peut arriver ça, comme pour Édouard Philippe ou pour d'autres. Alors, pour en revenir à Marine Le Pen, ben, Marine Le Pen, vraiment, c'est plus la même, hein. C'est plus la même, d'abord, c'est pas la même que son père, mais ça, on l'a déjà dit, mais c'est pas la même que Marine Le Pen de la fois dernière et puis même des années dernières. Bon, bah, là, elle était invitée par l'association de la presse parlementaire, donc on était 25, hein, à cause de la jauge à l'Assemblée nationale. Je pense que ça la discussion peut être vue ça doit être vu, sur LCP, hein. On doit pouvoir, le visionner encore, mais j'en suis pas sûr. Bon, mais c'était un dialogue qui était très, très courtois. Bon, d'ailleurs, le climat a changé de part et d'autre. Une une invitation comme ça de Marine Le Pen face à des journalistes, sur 25 journalistes, il y aurait eu quelques perturbateurs il y a quelques années. Il y aurait eu des gens qui auraient posé des questions un petit peu agressives. Le débat se serait durci. Là, ça a été d'une courtoisie, des 2 côtés, hein. Mmh. Donc elle s'est banalisée et les journalistes, la nouvelle génération de journalistes, il y a quelques anciens qui sont un peu respectueux peut-être des manières, mais la nouvelle génération de journalistes, non, bah, ça y est, Mmh. elle fait partie du théâtre, hein, fait du ring politique, hein, même si c'est un bon client, bon voilà. Et puis tout le monde se rend compte qu'elle change. Non, alors je voulais insister sur 2 ou 3 choses. C'est elle a un peu, il me semble, étraîné, testé devant nous, mais peut-être qu'elle l'avait déjà évoqué dans des interviews.
mais que je lis peut-être moins attentivement qu'il le faudrait. Euh, elle a inventé elle a inventé deux notions, deux trucs qui pourraient être des slogans de campagne. L'un, il faut refermer la parenthèse. Alors, refermer la parenthèse. Alors, moi, C'est celle de, j'écoute 44 ou Alors non, mais refermer la parenthèse, c'est peut-être de 68. 68, pour moi, chez Zemmour, c'est un peu ça. ouais. 68, il y a tout. C'est sociétal, c'est la France est disloquée. Les Hmm. mœurs, l'éducation nationale, les gauchos, Jack Lang, voilà, tout le gauchisme. Non, intéressant, elle a explicité. Refermer la parenthèse de 40 ans. 40 ans, c'est le début des années 80. Ouais, Mitterrand. 40 ans de solutions libérales ou néolibérales en France. C'est-à-dire, le bon temps, c'était De Gaulle, Pompidou, Giscard, les belles périodes. Donc là, elle renoue, elle envoie des œillades à Oui. l'électorat de droite. Et dans les années 80, on a voulu singer, avec trop tard en France, les solutions réganiennes et thatchériennes, qu'on vit encore, Hmm. libérales, etc. L'État qui s'est un petit peu disloqué, les services publics, etc. Et quelque part une espèce de perception du déclin de la France. Déclin de la France, la une du Point cette semaine. Voilà. Donc là, le faire remonter à une séquence qui n'est pas du tout sociétale, une période de 40 ans, effectivement, de choix économiques, où les budgets ont été en déficit, où on a fait du néolibéralisme, où on a négligé l'industrie, et ainsi de suite. Donc ça, j'ai trouvé qu'elle mettait, c'était intéressant. C'était un sujet qui n'était pas d'extrême droite. Hmm. Il y a des économistes, il y a des gens dans tous les partis qui peuvent se retrouver là-dedans. Tu vois, Lionel? Hmm. Il y a un deuxième slogan, alors encore plus court. Elle a dit, à un moment, elle a dit, en substance, ah, moi, je ne suis pas pour la France d'avant, sous-entendu Éric Zemmour, enfin une partie de la droite hors les murs qui voudrait qu'elle exalte la France d'autrefois. La France qui est allée à la messe ce week-end sans masque dans l'église intégriste de Saint-Eugène, hein, et qui défrait la chronique. Ce week-end, il y a eu cette paroisse et puis l'affaire du Palais Vivienne. Hein. Il y a eu deux sujets. Mais donc, je ne suis pas pour la France d'avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France d'après. Hmm. Et moi, j'ai vu dans la France d'après l'esquisse d'un truc qu'elle pourrait mettre sur une affiche. Hmm. La France d'après. D'après quoi, pour donner de l'espoir. Parce que dans Hmm. une présidentielle, il faudra qu'elle donne de l'espoir. Oui, oui. Or, l'extrême droite, comme tu dis, ou le RN, ils sont toujours sombres, apocalyptiques, on est envahi, le grand remplacement, etc. Or, elle sait que pour gagner, il faut qu'elle soit dans une rhétorique sémantique et des symboles qui soient optimistes, un peu joyeux, un peu vers l'avenir. Et là, j'ai trouvé que c'était intéressant. Oui, et on en a parlé déjà ensemble la dernière fois, c'est que pour moi, il y a une distorsion entre les bons sondages pour Emmanuel Macron et la réalité sur le terrain. C'est-à-dire, Oui, euh, qu'est-ce que votera ces jeunes qui ont connu la misère pendant 2 ans, voire, et pour d'autres qui n'ont pas eu de cours pendant 2 ans, quand même, il va y avoir des lycéens qui ont fait leur première, leur terminale, ils vont arriver en fac sans vraiment avoir eu de cours, entre guillemets. La fac, c'est une catastrophe. Et tous les secteurs d'activité, c'est quand même, on va voir, ça sera quand même intéressant de voir comment cet électorat, à un moment, il va se focaliser. Je pense qu'il est un peu trop tôt, mais il va se focaliser. Et est-ce qu'il y aura un esprit de vengeance oui. des jeunes? Et est-ce que le sondage, alors c'était 25, c'est les 25-31, je crois, de mémoire du 25, sondage. 31, oui. Ouais, c'est C'est ça. pas les tout jeunes, hein. C'est pas tous les jeunes, mais il faudra Les, voir comment ces tout jeunes votent. Mais tu as raison, on voit les bien tout que jeunes, les tout jeunes, c'est ceux qui avaient voté pour elle la dernière fois. Mais ceux-là, non, les tout c'est. jeunes. Non, les Ouais. tout jeunes, ils sont devenus un petit peu moins jeunes. Et c'est ces moins jeunes qui sont très Ah oui, RN. c'est là, Parce c'est qu'ils ont ça. des difficultés d'emploi, etc. Et de salaire et de revenus. Alors que la génération qui vient après, les nouveaux 18, 23, 24, là, ils sont plus partagés. Il y a des verts, il y a des écolos, il y a des gauchos, etc. Le RN est un petit peu moins fort, là. Un peu Et il y plus. a un peu plus de macronistes hein, dans cette tendance, dans cette catégorie. Il y D'accord. a plus de macronistes. Il séduit une partie des jeunes. Tu te rappelles que des sondages ont fait état que chez les jeunes, bon, il y avait une certaine audience un peu. Oui, oui. Chez les 18-25, Macron refait des voix. Alors, on parle de Macron, et on n'avait pas parlé du reconfinement, parce qu'il faut utiliser le vrai mot, quoi. C'est un nouveau reconfinement. Mais on n'a Euh, pas parlé des Verts, Lionel, il me on semble. parlera, on parlera des Verts juste derrière, mais on D'accord, fera le confinement. le confinement, parce que c'est notre petit fil rouge. On n'est pas tout à fait d'accord entre nous. Hum, Euh,
depuis janvier, on a eu plusieurs échanges, mais je le disais, Jean-François Delfraissy, Victoria Colizza répétaient Oui, qu'à mi-mars, il y aurait un pic et on a vécu. Est-ce on est au sommet du pic, pas vraiment au sommet? Bon, compliqué à savoir. on Mais en tout cas, approche du pic, on il approche paraît. du pic. En tout cas, voilà. Est-ce que pour toi, c'est un échec d'Emmanuel Macron ou le storytelling et la réalité alternative qui nous a servi l'autre jour euh, est en train de marcher, quoi. On ne peut pas dire que c'est forcément un échec de suite. Un échec, c'est par rapport à c'est en comparant à d'autres pays. Et on s'aperçoit que d'autres pays européens sont vraiment dans la mouise, hein. Ils ont adopté des stratégies un petit peu différentes, pas au même moment, et cetera. Il y en a qui se libèrent, il y en a qui se libèrent, qui se déconfinent, hein, les pays du Sud, mais il y en a qui se reconfinent, hein, l'Allemagne, hein. Mm. L'Allemagne, Oui, Angela mais Merkel a demandé ce matin un vas-y, excuse-moi, un mais si je peux me permettre, l'Allemagne, qui est un dossier que je suis, il reconfine, mais à 100 cas pour 100 000. Nous, on est à 600 pour 100 000. oui, oui, Et 400 oui, en oui. moyenne, mais 600 à Paris, voire même 800. Donc, oui, elle remet elle met un coup de vis, mais avec un taux un Ouais, taux beaucoup plus bas. beaucoup, beaucoup plus bas, quoi. Bon, C'est alors ça. je pense que chez Macron, il y a le fait qu'il y a une campagne électorale qui est derrière lui, et cetera, et que quelque part, il ne veut pas ankyloser complètement, fragiliser complètement l'économie. Mhm. Il sait très bien que notre espérance de croissance, elle va être bon, elle pourrait être tout d'un coup, si on n'a pas trop cassé le moteur, ça pourrait reprendre très bien. Mhm. Donc, je pense qu'il y a un souci chez lui de deux, de ne pas arrêter trop la machine économique, donc de ne pas avoir fait un confinement trop dur et trop long. Et deux, de ne pas avoir stoppé l'école parce que craignait qu'il y ait des conséquences, hein, Il a en raison. termes de contestation des jeunes. On en a parlé il y a 5 minutes. Bon, alors voilà. Bon, alors après son échec ou son succès, on le verra quand même à la fin de l'année, quand il y aura les bilans des décédés, quand il y aura eu le bilan des vaccinés, quand on verra si éventuellement l'épidémie redémarre dans certains coins, dans certains pays qui nous entourent, ou même en France. On peut pas dire de suite Mhm. si c'est un succès ou un échec. On peut objectivement, c'est ressenti comme un échec. Et un dernier sondage qui vient de sortir ce soir, les cotes du Premier ministre et du président sont en chute, hein, de 1 à 3 points, hein. Là, il y a une Mhm. véritable incompréhension, hein. Bon, c'est compliqué. On peut pas moi, je resterai Ouais. prudent encore là-dessus. Oui, parce qu'en plus, tu parlais de la durée. On commence à entendre une petite voix qui commence à dire que ça ne sera pas un mois, mais ça sera un mois et demi, tout en sachant que Nice, Paris et le Nord, ça faisait déjà 15 jours en plus. Donc, ils arriveront à 2 mois quasiment. Et Euh, et que, pour info, en Allemagne, on commence à dire aux citoyens allemands, vous ne pourrez pas partir en vacances cet été, quoi. voilà. Et puis il C'est-à-dire y a que quelque chose il y a quelque chose qu'on ne dit pas trop aussi, c'est que pour qu'il y ait une efficacité maximale des vaccins, il faut qu'il y ait un taux de de 80%. vaccination qui soit de 80-90%. Et qu'on Je ne n'atteindra vois pas pas pendant comment en l'été. France on va l'atteindre très vite. D'une part, parce qu'il y aura toujours 25% de gens qui vont être hostiles, hein, pour des raisons X, Y ou Z. 25 à 30%. Alors ce taux, on peut peut-être le baisser à 20. Mais bon, après, il va falloir vacciner peut-être les gosses, les gamins. Et là, ça va poser d'autres problèmes. Il faudra avoir du Pfizer, hein, puis des bons vaccins pour les gosses, hein, pour les Mm. jeunes. Mais donc, tout ça, ça va prendre du temps. Et donc, je pense que 30 millions de Français vaccinés en juin, ça ne va pas suffire pour nous protéger. Il peut y avoir des reprises, comme des incendies, cet été ou à la rentrée. Donc, il va falloir jouer serré. C'est compliqué. Mais on ne peut pas dire toute la vérité en permanence. En même temps, c'est compliqué sur ce dossier. Ah, ça, dire la vérité, c'est compliqué. Ça, pour un élu, c'est toujours un jeu un peu dangereux. Mais bon, Macron maîtrise le storytelling et la Oui, vérité alternative. Comme il a battu Nicolas Sarkozy à ce niveau-là, c'est quand même oui. le grand Il avait spécialiste du été fort, storytelling. Nicolas Sarkozy, quand même, Ouais, hein, ouais, là-dessus. mais là, il l'a battu. Ça sera l'occasion d'un rendez-vous dans les prochaines semaines où on parlera exclusivement. C'est pas Volontiers. encore. On pourra en parler dans les prochains jours. Alors, est-ce que toi, tu rêvais prendre l'avion quand tu étais enfant? Alors, je vivais avec, effectivement, le Petit Prince, hein, évidemment, Saint-Exupéry, et cetera. Alors, l'avion, moi, ça m'a toujours un peu, ça m'intéressait, ça me séduisait, mais ça me faisait aussi un petit peu peur, hein. Jamais compris, en fait, qu'un avion puisse voler, enfin, parce que c'est lourd, enfin, c'est tout bête, hein. Donc, je suis assez saisi par ça. Après, le voyage en avion, moi, ça me plaît plutôt.
sauf quand ça bouge. Mais je conçois que les cimes, la hauteur, le ciel, le rêve d'Icare, voler, tout ça, c'est intéressant. Pourquoi pas? Euh, Bon, l'expression a été horriblement maladroite, présomptueuse, effrayante, voilà. Bon, après, je crois qu'hier, la maire de Poitiers a fait plutôt une vidéo où elle remettait les choses en place, où elle amende honorable, et cetera, mais c'était trop tard. Le mal est fait. C'est-à-dire que chez certains individus, on est une société qui est très individualiste maintenant. Chacun vit dans sa bulle, hein, ça c'est une tendance, hein, vraiment lourde, hein. Chacun vit dans sa bulle et toutes ces communautés, les écolos, les femmes, toutes les meilleures causes, ne pensent pas du tout qu'elles sont membres d'un collectif, hein. C'est bien la crise du républicanisme, hein, du concept du collectif et du républicanisme, et se laissent un petit peu bouffer par ces idées, et puis ne voient pas que s'il n'y a pas d'avion, ben, voilà, on ne fera pas certaines choses qui sont quand même utiles pour la vie, pour le plaisir, pour explorer des choses, pour secourir des gens par un avion, parce qu'il va falloir secourir peut-être des gens qui se font la Transat, enfin, ou le Vendée Globe, et qu'il y a des utilisations pacifiques, bienfaisantes de l'avion. Donc cette espèce de cécité enfin, de propos excessifs et effectivement dogmatiques, et effectivement assez plus que désagréables. Est-ce que tu, tu penses, tu penses qu'il y a un problème avec les élus locaux des Verts? Parce que bon, il y a le problème de la maire de Madame le Alors, maire à oui, Strasbourg, il y a eu la déclaration du maire de Bordeaux, de Lyon, de Lyon sur le Tour de France, oui, le Tour de France, oui. sur le Tour de France. C'est continuel, 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 continuel. Est-ce que les Alors, Verts sont, et sont victimes, comme, alors c'est comparaison n'est pas raison, mais comme les élus du Front National, rappelle-moi, quand ils ont pris les mairies, ça doit être autour de 95, c'est ça, de mémoire. oui, J'oublie. Vitrolles, Toulon. Ouais, c'est ça. Et que chaque semaine, ils en faisaient une. Est-ce que, pour d'autres idéologies, bien sûr, je ne compare pas, bien sûr, mais est-ce que les Verts et le candidat vert à la présidentielle, qui sera peut-être Yannick Jadot, va avoir un problème avec ces Verts qui font des déclarations hasardeuses? Non, mais en France, nous avons des partis quand même qui sont l'avantage d'avoir des partis, c'est d'avoir quand même des endroits où on se rencontre, la formation des élus. Ça, c'est l'apanage, ou c'était l'apanage du PS, des Républicains, des centristes, voilà. C'est un point commun avec En Marche. En Marche, il n'y a pas tout ça. Du coup, il y a eu quand même, on pourrait reprendre une dizaine de députés qui ont un peu débloqué, hein. Mmh. Un député qui a raconté n'importe quoi au début du quinquennat, et quelques autres. Ou une passionnariat un peu complotiste, une députée qui est toujours députée, Oui, qui sur les vaccins, et cetera. Bon, il y a les gens, bon, c'était très résiduel dans les partis traditionnels. Tu avais une Christine Boutin, peut-être, à droite, qui était très particulière, mmh. mais qui avait créé sa propre boutique, partenaire de la majorité de l'époque, mais qui n'était pas dans un grand parti. Le problème des nouveaux partis, c'est quand même un parti nouveau aux affaires municipales. Je l'évoquais déjà dans une précédente conversation Mmh. avec toi. Je me répète un petit peu, mais je réinsiste. Des partis qui sont où il y a quand même moins d'actions de formation en interne, de débat. Enfin, ils débattent surtout pour se disputer, mais enfin, il y a pas pour avoir des places, etc. Mais il n'y a pas cette tradition justement de travaux de formation où on échange, où on met en commun, etc. Ça n'existe pas chez les Verts. Euh, Ça existe au Parti communiste. Ça existe aussi chez les Insoumis. On s'aperçoit que ces deux partis, il y a des personnalités un petit peu originales, hein. Même Ruffin est un peu original, voire un peu limite, mais il y a moins de gaffes, il y a il y a moins d'erreurs. Tu as raison. Les Verts, c'est un parti qui est à la fois quand même jeune. Il y a eu beaucoup de jeunes. Bon, il a commencé avec René Dumont en 74 par un Mmh. personnage senior. Mais après, ça a toujours été des jeunes. Brice Lalonde. Après, il a fait confiance à la juge Eva Joly, etc., qui était âgée, etc. Bon, il a voulu un petit peu se professionnaliser en faisant confiance à une aînée. Mais essentiellement, c'est quand même des gens qui sont dans des batailles de,
des batailles localement, à la tête d'associations, qui se battent contre des équipes en place, qui sont des lanceurs d'alerte. Il y a une Mmh. culture de lanceurs d'alerte. L'inverse de l'Allemagne, où l'Allemagne, le parti vert est constitué des Grünen depuis plus longtemps, où tu as eu des personnalités vertes qui ont été vice-chanceliers, ministres des Affaires étrangères dans le passé, ou qui dirigent des régions, des Landes, et où donc là, il y a une espèce d'assise voilà, d'ancienneté, donc du coup de seniorité, du coup, ils disent moins de bêtises. Il y a des débats qui sont plus régulés. Là, on touche à la fois, il y a un côté spontanéiste, comme tu as des syndicats étudiants, l'UNEF, etc., spontanéistes, des collectifs d'infirmières, etc., des associatifs. C'est la base, c'est basiste, c'est spontanéiste. Alors voilà, c'est généreux, mais c'est pas très responsable. Et puis, en France, quand même, ce parti, les Verts, sont traversés quand même par des idéologies quand même qui sont très, enfin, je le ferai simple, enfin, il y a quand même deux maisons. Il y a une maison qui est très dominatrice de Verts, qui sont quand même plutôt favorables à, il faut être dans le slow, dans la décroissance, hein, dans les circuits courts, faire des économies, mais ça, c'est pas très bon pour le chômage. Et c'est pas très de gauche du point de vue du PS et du PCF. Il y a un problème. Et tu as une écologie qui est plus libérale, qui est ouverte à la technologie, qui est grâce aux entreprises. Elles vont continuer à faire du fric, des profits, mais avec des technologies qui vont être économes de CO2, qui vont aller dans le bon sens. Mais ça va être beaucoup plus progressif, Mmh. ça va être beaucoup plus lent. Et le Voudgom Pécus, les jeunes, la base des Verts, elle ne le ressent pas comme ça. Elle veut tout de suite, elle est impatiente. Greta Mmh. Thunberg, elle veut tout de suite des décisions. Alors ces maires, ils veulent tout de suite des décisions. Ils ne peuvent pas bouger sur des grosses masses. Ils ne vont pas tout d'un coup, dans les masses budgétaires de Lyon, etc., faire la révolution. Mais ils doivent faire entendre une petite musique, une espèce de petite volute, une petite volute comme ça, qui correspondent à ce que pensent les jeunes. Voilà, ça c'est mon analyse. Par ailleurs, sur le fond, je ne suis pas sûr que toutes ces polémiques leur coûtent électoralement. Et ça, on le verra, ça sera l'heure de vérité au régional. Mais j'ai l'impression qu'elle occupe beaucoup les aînés, ceux qui regardent les chaînes info en continu, les partis politiques, et qu'elle préoccupe beaucoup Emmanuel Macron, qui a surtout envie de Mmh. pilonner violemment les Verts, afin de les discréditer et de ramener les bons Verts à lui. Ce que faisait la droite autrefois, Sarkozy, ou ce qu'a pu faire Hollande. C'est-à-dire la caricaturer, la pilonner, se servir de toutes ces provocations pour la pilonner. Mais moi, j'étais quand même à la manif des écolos il y a 10 jours, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même du monde. Il y en avait un peu moins à cause de l'ambiance sanitaire, mais il y a quand même eu du monde. Alors, c'est des jeunes qui vont peut-être pas voter, ils vont voter au municipal, je ne sais pas s'ils voteront à la présidentielle. Il faut qu'ils aient un candidat sexy. Il y a le problème du candidat sexy des Verts. Est-ce que Mmh. c'est Jadot? Est-ce que c'est un autre, un candidat? Voilà. Est-ce qu'ils vont choisir le pire? Est-ce qu'ils vont s'allier à une candidature unique? Le débat est devant nous. Tu parles de ça, est-ce que tu penses qu'il y aura l'union de la gauche? Est-ce que tu Bah, penses ça me que paraît un peu, pour le moment, ça me paraît des postures. Et je pense surtout que les propositions de Jadot de réunir tous les grands chefs, les grands chapeaux à plumes de la gauche, d'ailleurs, ils ont tous dit oui, ça vise deux buts. Ça vise d'une part de sculpter son image de rassembleur et d'essayer d'accroître ses chances dans la future primaire qu'il risque d'y avoir entre lui, Piolle et Sandrine Rousseau, où je pense qu'il est battu d'avance, et mmh, nettement battu, très largement. Mais il peut reprendre un petit peu de terrain. Et deux, je pense, pour en avoir discuté avec Fabien Roussel, le patron des communistes, euh, c'est que c'est surtout une stratégie de défensive, de préparation d'accord entre tous ces partis pour les législatives. législative? Parce qu'après la présidentielle, il y a les législatives. Et suivant les endroits, il faudra mettre les meilleurs communistes, socialistes, verts, insoumis, etc., pour limiter la casse. Parce que Marine Le Pen, si elle a 47-46% des voix, elle risque de faire des sièges, quoi. Elle risque, Mmh. dans des circonscriptions de gauche, de rafler la mise Mmh. et de ne pas se contenter de 8 sièges, même s'il n'y a pas de proportionnel. Elle pourrait peut-être avoir, comme ça, même la majorité absolue, avec un tel score, je ne sais pas, 40 sièges. Et donc, ça risque de menacer des circonscriptions de gauche. Mmh. Voilà, donc je pense que c'est assez intéressant. Mais c'est un peu défensif. Historiquement, les Verts ont toujours préféré un accord législatif qu'un candidat à la présidentielle.
Oui. Historiquement, hein, ils préfèrent, parce que c'est plus rentable pour le parti aussi. Ouais, mais enfin, le problème, c'est comme là, dans la galaxie de la gauche, c'est quand même les insoumis. C'est eux qui veulent le plus être à part et n'ont pas envie de faire ces alliances. Philippe, je te remercie encore une nouvelle fois pour Mais je t'en cet prie, échange. ça a été un Euh, plaisir. Philippe Frier, journaliste politique, habitué des rendez-vous du Club Lamartine. Merci pour ton analyse, c'est toujours enrichissant. Les, À ta les- disposition, à la disposition les des internautes, internautes et des adhérents et des amis du Club Lamartine. ils sont nombreux à t'écouter et à te regarder. Merci et je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.